Bienvenue Eric Dénessé, président du Centre français pour la recherche et le renseignement, pour une nouvelle émission chez François, Les Essentiels. Merci de votre invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Et donc, nous avons voulu vous interviewer en particulier parce que je vous ai vu en fait sur une autre émission, chez des collègues en fait, où vous êtes aussi loin que je sache en fait le seul analyste à avoir percuté sur cette décision assez extraordinaire qui a été prise par Ursula von der Leyen dans le cadre de ce marathon G7 OTAN sommet de l'Union européenne, dans le cadre duquel le président des États-Unis Joe Biden était invité. Consistant à transférer tous nos datas. Alors je le dis de façon en fait très rudimentaire. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi cette décision qui paraît si extraordinaire et qui a été livrée de façon si inopinée, qu'est-ce que ça représente en fait en termes stratégiques, sécuritaires, et est-ce qu'ils ont la compétence pour prendre ce type de décision? Oui, vous avez raison, c'est quelque chose qui est passé quasiment inaperçu. Alors c'est vrai que beaucoup d'analystes sont en ce moment polarisés sur le conflit ukrainien, donc ils n'ont probablement pas vu ces éléments-là. Il faut rappeler qu'il y a eu un premier échange il y a quelques années sur les données avec les Américains et qui avait été invalidé en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'affaire Schrems, parce que la Cour de justice de l'Union européenne avait considéré que les garanties pour le traitement des données que nous avons en Europe n'étaient pas respectées aux États-Unis, et notamment parce qu'il y a une loi américaine qui est la loi FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, notamment son article 702, mais aussi un décret 12333 de la justice américaine qui fait que les Américains peuvent piocher dans les données que nous leur transmettons comme ils le veulent en utilisant cet argument de la sécurité nationale qui ouvre à tous les abus. Donc ça avait été retoqué par la Cour de justice de l'Union européenne, et là, profitant probablement du conflit ukrainien, voulant probablement avoir une petite victoire personnelle, Ursula von der Leyen a passé cet accord donc vendredi dernier, le 25 mars, avec Joe Biden, pour faire en sorte que une nouvelle fois cet accord soit remis en place. Alors on a vu Schrems, qui avait déjà empêché cet accord en 2020, déclarer qu'immédiatement que pour lui rien n'avait changé. Les Américains nous ont un petit peu ont fait un tour d'illusionniste en disant les données que vous allez nous transmettre désormais seront vérifiées par des juges compétents qui feront en sorte qu'il n'y ait pas de dérive. Mais en fait, tout ça me semble une grande fumisterie. Donc, des juges américains. Des juges américains. Et donc, je crois qu'il faut regarder ça avec la plus grande vigilance parce que, d'abord, il n'y a pas de réciprocité de données avec les Américains. Et puis, encore une fois, c'est ce qui était déjà reproché en 2020, c'est qu'une fois qu'ils ont les datas chez eux, qu'ils peuvent gérer les données, et ben, sous prétexte de sécurité nationale, ils peuvent aller piocher dedans et faire tout ce qu'ils veulent. Et quelle serait la finalité, d'ailleurs, de l'opération? Quel serait leur bénéfice et quel serait notre bénéfice dans l'opération? Alors, le bénéfice pour nous, Européens, je ne le vois pas. Alors, c'est probablement des contreparties qui ont été négociées, mais sur le plan des Américains, c'est très intéressant. Finalement, c'est un peu la même chose que les écoutes de la NSA. On sait que toutes les écoutes de la NSA qui ont été faites depuis 2002 au titre de la lutte contre le terrorisme ont servi à 98% à la guerre économique et non pas aux attentats. On estime que quasiment qu'il y a, je suis peut-être un peu caricatural, mais il y a 2 ou 5% des écoutes qui ont vraiment servi au contre-terrorisme de manière efficace, et que la majorité de ces écoutes ont servi à la guerre économique. Et on peut se demander si ces données qui vont leur être transmises ne vont pas avoir la même finalité. Donc, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des décisions réellement stratégiques qui font, disons, à la survie, pratiquement, en fait, de notre société, de nos libertés, de nos garanties constitutionnelles, qui sont prises par des exécutifs, voire par des fonctionnaires qui n'ont aucune légitimité. Et ceci me fait penser à une autre décision qui a été prise, plus exactement pas une autre décision, mais à des concepts qui sont véhiculés au niveau européen, parce que dans le cadre de cette crise ukrainienne, comme dans le cadre du Covid, la Commission européenne a pris beaucoup de relevance. L'autre jour, j'entendais le commissaire, notre représentant des affaires étrangères au niveau européen, Joseph Borrell, parler de narrative. Alors, je me dirige en fait à l'expert en analyse, en fait. Aujourd'hui, il disait en fait, il faut que nous devons en fait inventer une narrative pour les pays balkaniques pour qu'ils acceptent en fait notre cosmogonie, enfin notre projet russe, notre façon de voir le conflit russo-ukrainien. Est-ce que ces narratifs sont en train de s'installer comme clé
pour comprendre, pour aborder les différents conflits? Alors oui, c'est malheureusement pas nouveau, ça prend une ampleur démesurée. C'est vrai qu'on parle depuis plus d'une décennie des spin doctors et du storytelling qui est mis systématiquement en place. Et au sens propre, on est aujourd'hui vraiment dans le management de la perception, c'est-à-dire que c'est plus la vérité qui compte, c'est la manière dont les autorités, appuyées par la société de relations publiques et leur chaîne de communication, sont en train de nous vendre une crise sanitaire, une crise économique, une crise alimentaire, une crise militaire. Alors je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de fondement à une crise alimentaire, à une crise sanitaire, à une crise militaire, mais c'est systématiquement grossi en fonction d'objectifs généralement bien précis. Alors, est-ce que ce sont des objectifs européens? Est-ce que nous reproduisons ou nous prolongeons des objectifs américains? C'est toujours très difficile à dire, mais dans le cadre de cette crise ukrainienne, c'est particulièrement frappant. Et je crois nous n'avons jamais vu sur un conflit militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une telle désinformation, une telle... en réalité, c'est pas tant de la désinformation qu'une présentation aussi partiale et orientée du conflit, parce que finalement, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté et on ne permet pas à la partie adverse, finalement, d'avancer des données, quitte à bien sûr, à les contrer. Et d'un point de vue diplomatique, j'imagine que cela nous affecte, en fait, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir médier, pour pouvoir jouer le rôle de l'arbitre, au final, en fait. Parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, que Zelensky considère que les conditions sont suffisantes, en fait, pour pouvoir envisager un entretien avec Vladimir Poutine lui-même et accepter un certain nombre de considérations qui auraient paru impossibles, et tout cela par le biais d'une diplomatie atypique qui est celle de l'État turc. Est-ce que nous sommes en condition, en fait, soutenus comme nous le sommes par des spin doctors et ces narratives pour pouvoir jouer un rôle diplomatique? Alors, nous, les Européens, non, parce que, très honnêtement, pour Poutine, ce qui compte, ce sont les États, et c'est d'abord les Allemands, et c'est à un moindre degré les Français. Les Russes reprochent notamment au président français d'avoir été la voix de Biden, beaucoup plus qu'aux Allemands. Et puis finalement, on est quand même tellement alignés sur l'OTAN que notre perception n'est pas très bonne chez eux. En revanche, le président turc Erdogan a réussi à se constituer une position d'intermédiaire, alors à la fois parce qu'il est très proche de l'Ukraine, et encore une fois, ce qui n'est pas très noble, puisque les Ukrainiens ont soutenu l'Azerbaïdjan dans la guerre au Karabakh, donc ils ont vendu des armes aux Azéris qui ont massacré, qui ont utilisé des djihadistes pour s'en prendre aux Arméniens, mais en même temps, il avait pris ses distances vis-à-vis de l'OTAN, il avait acheté des systèmes S-400, donc il a une position intermédiaire, et finalement qui arrange tout le monde, même si Poutine ne l'aime pas beaucoup, c'est quand même l'acteur qui a probablement le plus de marge de manœuvre aujourd'hui dans le camp occidental, si tant est qu'Erdogan soit un occidental. Bien sûr. Je rebondis en fait sur cette question d'armes, puisque il y a aussi une des spécificités, en fait, un des paradigmes de ce conflit, c'est qu'il n'y a pas eu de force d'interposition. En revanche, des armes ont été distribuées de façon d'ailleurs sous le sceau du secret. En fait, on ne sait pas exactement ce qui a été distribué. Est-ce que ce sont seulement des armes défensives ou autres? Mais elles ont été distribuées de façon indiscriminée. On sait aussi que, justement, vous y faisiez référence, l'Ukraine est une plaque tournante depuis toujours et sous tous les régimes en termes de trafic d'armes. On a en l'esprit, en fait, l'affaire des trafics d'armes, des diamants sales, en fait. Oui, bien sûr. Donc, exactement. Est-ce que quelqu'un contrôle quelque chose, ou on est dans les mains de la Providence? Malheureusement, on est dans les mains de la Providence. Il y a surtout quelque chose de très intéressant, c'est que pendant la guerre d'Afghanistan, entre 79 et 89, lorsque les Soviétiques occupaient l'Afghanistan, on soutenait la guérilla afghane, mais on le faisait de manière clandestine. C'est-à-dire que globalement, tout le monde le savait, mais on était rarement pris la main dans le sac et ce n'était pas affiché. Donc ça laissait une possibilité à la négociation, en tout cas au déni. Pendant la guerre Iran-Irak, entre 80 et 88, nous vendions les armes aux Irakiens. On avait un peu choisi notre camp. Là, on ne vend pas les armes, donc on les donne aux Ukrainiens, et on les donne de manière affichée, ce qui est une forme de co-belligérance absolument scandaleuse. Et 3, on les donne de manière indiscriminée. Ce qui fait que, alors je ne parle pas des kalachnikovs et des armes légères que le gouvernement ukrainien a lâché dans la nature et qui font déjà l'objet de trafic, mais on voit beaucoup pour les missiles anti-chars et les missiles anti-aériens qui ont été donnés de manière magique, surtout les Stinger, dont pourtant les Américains avaient l'expérience en Afghanistan puisqu'ils ont essayé de les récupérer après, et ces Stingers sont déjà dans des trafics aux mains de groupes criminels et probablement demain ou après-demain aux mains de groupes terroristes qui feront un jour une menace, un attentat sur un avion de ligne. Donc là, on est globalement, on a fait n'importe quoi. Tout ça pour essayer de rendre
rendre l'opération russe la plus difficile possible, alors ce qui est tout à fait compréhensible. Seulement, on oublie deux choses, c'est que, un, plus une guerre dure, plus les populations civiles souffrent, et deux, on est en train de créer des foyers, comme on l'a fait en Libye à partir de 2011, des foyers comment dire, de subversion, et surtout des distributions d'armes incontrôlées qui ressortiront un jour ou l'autre. Parce que vous qui avez bien étudié en fait ce conflit et qui lui avec une valeur ajoutée analytique importante, est-ce que vous croyez justement que finalement du côté de la défense ukrainienne, l'armée régulière a eu un rôle important, ou est-ce que tout a été dans les mains des bataillons de type Azov, Brava Sector, White Boys, etc. Oui. Non, mais d'abord, il faut dire qu'il y a ces ultranationalistes néo-nazis, ou en tout cas avec un fort penchant près du nazisme, qui représente une partie non négligeable des armées. Mais toute l'armée n'est pas néo-nazie, et quand Poutine dit on va dénazifier l'Ukraine, il a raison, parce qu'il y a effectivement une proportion de combattants adhérents à cette idéologie qui est inacceptable, mais toute l'armée ukrainienne ne l'est pas. Effectivement, ces gens-là, on l'a vu depuis Mariupol en 2014, où ils ont commis des exactions, d'ailleurs, qui n'ont jamais été sanctionnés. Il y a un très bon rapport de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, d'ailleurs, qui fait le point sur ce sujet-là. Non, l'ensemble de l'armée ukrainienne, qui sont souvent des gens de l'Est de la Pologne, et puis il y a des gens très patriotes en Ukraine, Dieu merci, des gens qui ont envie de se battre. Ils ont quand même été bien formés par l'OTAN. Il y a quand même beaucoup d'instructeurs américains, canadiens et britanniques, principalement, qui les ont formés. Maintenant, effectivement, cette armée se retrouve aujourd'hui coincée, parce qu'il y a un jeu très pervers qui s'est mis en place entre les Américains et Zelensky. Les Américains poussant Zelensky toujours plus loin pour qu'il continue le combat. Du coup, Zelensky demandant à ses troupes de rester dans l'est de l'Ukraine, au lieu de se replier. Et donc, elles sont dans les 15 jours qui viennent, je dis malheureusement, je suis neutre, je ne suis ni anti-russe, ni pro-russe, ni anti-ukrainien, ni pro-ukrainien. On va voir malheureusement la débandade totale, parce que ils sont... débandade, mais est-ce qu'à un moment donné, Zelensky ne pourrait se trouver coincé, en fait, entre ces milices transformées à leur tour dans une espèce de guerre de guérilla, n'acceptant pas une éventuelle solution pacifiée de sortie de crise? Alors, c'est effectivement, vous avez raison de soulever ça, parce que c'est une question qui se pose. Et très antisémite, quand même, ces milices-là. Oui. Si Zelensky soit était débarqué, soit signé un accord qui ne plaise pas à Azov, à Hilar, à toutes ces unités-là, quelle serait leur réaction? Ils ont quand même été très entamés, ils savent qu'ils n'ont très très peu de chances de survie si les Russes s'en occupent, et finalement, s'ils décidaient de faire bande à part, sur quoi on n'a pour l'instant aucun élément, je pense qu'ils seraient abandonnés à leur sort et pris entre une indifférence ukrainienne d'un côté et probablement un rouleau compresseur russe, qui ont vraiment envie de les réduire à leur plus simple expression. C'est malheureusement, de toute façon, on n'a pas le sentiment qu'ils se rendront, à la fois chez eux par élan nationaliste, il faut le dire, mais aussi parce qu'ils savent très bien que le sort qui leur sera réservé ne sera pas enviable. Je reviens au début de notre conversation, parce que cette fois-ci, il s'agit de l'Europe, en fait, comme de notre postérité, comme puissance, en fait. Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, russe, a considéré que nous n'étions plus confiables comme État garant. Que faut-il en penser, en fait? Comment peut-on encore jouer sur l'échec international lorsque nous ne sommes plus considérés comme n'étant plus fiables? Oui, c'est le principal problème. Les Russes ont un mépris profond pour nous depuis près d'une décennie. Alors pour nous, Européens, je ne parle pas des Américains, parce qu'ils considèrent que nous sommes tous alignés sur le sujet. Et je dirais que leur mépris est d'autant plus important à l'égard de ceux qui, comme la France et l'Allemagne, pensent avoir un rôle supérieur. Peut-être que nous avons une influence un peu supérieure de nos amis espagnols, italiens ou néerlandais, bien évidemment. Mais en dehors de ça, nous n'avons pas une marge de manœuvre qui soit supérieure. Et ça, ils le mesurent. Deuxième aspect, c'est qu'il y a aussi un mépris chez eux sur la déviance, à leurs yeux, encore une fois, de la société occidentale. Non seulement nous sommes devenus des auxiliaires des Américains, mais nous avons pris tous les travers de la société américaine avec 5 ou 10 ans de retard, sur le wokisme, sur le politiquement correct, sur des médias qui sont mainstream. Donc, dans leur jugement, il y a finalement cette espèce de dédain. Et puis, c'est un paradoxe, parce que pour un pays de l'Union soviétique qui a été très très longtemps un pays anti-religieux, aujourd'hui, c'est pour eux, encore une fois, ils considèrent que c'est le pays où la renaissance chrétienne se met en place. Donc là, on est vraiment dans des perceptions ethnoculturelles très différentes.
il faut aussi reconnaître que sur le plan international, depuis 2003 principalement, moi je me rends compte dès que je vais à l'étranger, les gens considèrent que l'Occident n'est plus la référence. On a tellement violé les lois internationales en 2003, bien sûr sans parler de la Bosnie, que quand on va parler aux Yéménites, quand on va parler aux Iraniens, ces gens-là nous disent... On a financé des groupes terroristes. Et on a financé des groupes terroristes. Des dizaines de groupes terroristes. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait en fait clairement en fait des accords de Minsk dont l'Allemagne et la France étaient des garants. Donc en fait, est-ce que la parole européenne ne vaut plus rien en fait? Malheureusement, j'allais y venir parce qu'il y a non seulement ces accords de Minsk, mais il y a aussi et du Kosovo. Oui, mais aussi le groupe de Minsk sur l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Et là, sur les deux cas, la Russie gère le problème toute seule. Elle a d'abord été tellement déçue de voir que nous n'avons pas fait pression sur Zelensky, qui quand même avait été élu en 2019 pour faire appliquer ces accords, qui auraient dû être mis en place dès 2014. Donc ils n'ont absolument plus confiance. On doit faire la part des choses. D'un côté, on se dit on le mérite quand on voit la manière dont on s'est comporté. Et bien sûr, de l'autre, il y a aussi une espèce de rigidité très forte de la part des Russes qui ont derrière ça une arrière-pensée. Donc il faut faire un peu la part des choses, mais malheureusement, sur ce plan, ils n'ont pas totalement tort. Une autre question, en fait, est sur un des grands paradigmes de ce conflit. Ce sont les sanctions. Le fait que aujourd'hui n'importe quel État puisse émettre des sanctions de confiscation d'un oligarque, d'une entreprise russe à l'étranger, etc. Est-ce que avant ça se faisait en fait dans le cadre de résolutions des Nations Unies avec des gels d'avoirs, des embargos, des boycotts. Est-ce que l'Occident est en train de sortir des clous de l'état de droit? Malheureusement, oui. Alors d'abord, avant l'Occident, ce sont les Américains. Depuis la loi FCPA, donc Foreign Corrupt Practices Act, qu'ils ont mis en 1974, qu'ils ont édité en 1974, qu'ils appliquent seulement depuis une dizaine d'années, et on en a un exemple à travers l'affaire Alstom, à travers l'affaire BNP Paribas. Il faut rappeler qu'on en est à plus de 16 milliards d'amendes versées au département du Trésor américain. Donc c'est déjà cette extraterritorialité des lois que les Américains ont imposée à tout le monde, y compris à leurs alliés. Et puis finalement, aujourd'hui, avec cette crise ukrainienne, nous, Européens, nous faisons la même chose. Mais j'ai envie de dire, ça ne marche que parce que nous sommes adossés aux États-Unis. L'Europe seule n'aurait pas pu imposer de telles sanctions. Là encore, il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, que c'est un officier d'enseignement, avec ce que ça peut avoir de paranoïaque et de stratège à la fois, puisque ce sont quand même deux qualités complémentaires et qui peuvent parfois ne pas être une qualité quand il y a trop de paranoïa. C'est un homme qui a préparé son action. Donc il s'attendait à ces sanctions, sont les informations que l'on a, bien sûr, et surtout elles sont tombées tellement vite que très rapidement, il s'est senti relativement libre parce qu'on ne peut pas lui imposer aujourd'hui beaucoup. On ne peut pas faire pire. On peut pas faire pire. Et donc, et puis l'histoire montre malheureusement, encore une fois, que les sanctions ne marchent pas. On a eu, je crois encore ce matin, de très bons exemples à travers Huawei, qui a réussi à développer son système d'exploitation une fois que Google lui a retiré le sien. Donc, on le voit sur beaucoup de conflits, en tout cas sur des grands pays. Je ne parle pas quand on pose des sanctions sur des petits pays qui peuvent en souffrir, mais sur la Chine, sur la Russie, sur des pays pourquoi pas de la taille de la France ou autre, les sanctions à court terme pèsent, à moyen terme... Ils ont des ressources pour compenser. Il y a des ressources intellectuelles, il y a des ressources industrielles, et ce dont on est privé, on va le réinventer, et finalement, c'est quand même, sont quand même des succès partiaux. Alors bien sûr, ça a marché sur l'Irak, voilà, sur des pays comme ça, parce que c'était des États faillis. Parce que c'était des États faillis, c'était déjà failli avant. Absolument. Justement, vous évoquiez le passé d'intelligence de Vladimir Poutine. On a l'impression qu'il joue avec plusieurs coups d'avance, en fait. Par exemple, là, on va le sanctionner sur le gaz. Enfin, il y a toute une série de nouvelles. Il y a tellement de batteries, de nouvelles sanctions qu'on s'y perd. Et il décide qu'à partir qu'on le paye en rouble. Donc, il a toujours, en fait, donne l'impression d'avoir toujours plusieurs coups d'avance. Nous, avec notre sanction, en fait, on se tire des balles dans le pied. Est-ce que quelque part, on peut dire que la culture d'intelligence européenne, la culture stratégique, en fait, n'est pas en question? Est-ce qu'on pense avec combien de coups d'avance ou de retard? Déjà, je serais ravi de découvrir qu'on ait une pensée qui nous permette de serait-ce d'avoir une fois un coup d'avance. C'est bien sûr une question d'enseignement, mais au-delà de ça, comme vous le disiez, c'est une question de stratégie. Aujourd'hui, on est dans des systèmes électoraux où tous les 4 ou 5 ans, il faut qu'un chef d'État ou un chef de gouvernement repasse devant les électeurs. Donc ça nous amène de plus en plus sur des visions à très court terme. J'ai envie de dire aujourd'hui, Vladimir Poutine, encore une fois, sans faire son apologie, ce qui n'est absolument pas mon but, a 20 ans d'expérience.
C'est-à-dire qu'il a plus d'expérience à lui seul, finalement, que quasiment la totalité de ses interlocuteurs. Bien sûr, Biden a été vice-président d'Obama, mais Macron n'est là que depuis 5 ans, Johnson n'est pas là depuis très longtemps, Olaf Scholz vient d'arriver. Donc c'est presque un jeu déséquilibré. Et finalement, on se rend compte que dans ces logiques-là, dans ces vraies logiques stratégiques, il y a un avantage au régime autocratique, puisque les hommes sont là depuis très longtemps en place, ils n'ont pas d'opposition, ils n'ont pas à se remettre en cause pour des élections. Et puis, si on a affaire à quelqu'un d'intelligent, ce qui n'est pas toujours le cas, il peut préparer sa stratégie. Il a quand même repris la Russie en 2000 dans un état assez déplorable. Il a reconstruit l'industrie d'armement, il a reconstruit toute une série de choses. Ça ne veut pas dire que la Russie est un pays idéal et démocratique. C'est le PIB de l'Espagne, on le sait tous. Mais il a redonné une espèce de sentiment national, de fierté aux Russes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas non plus d'opposition. Mais non, c'est un homme qui a cet avantage du long terme par rapport à ses concurrents. Et puis, il y a un point souvent que j'entends dans les médias et chez certains analystes que je trouve totalement faux en disant il pourrait être renversé par un mouvement démocratique. C'est pour moi une foutaise totale. S'il devait y avoir le moindre fléchissement de Vladimir Poutine, peut-être en acceptant des conditions, en accordant à Zelensky des conditions trop favorables, il y aurait peut-être un risque de renversement, mais de personnes qui sont plus radicales que lui et qui ne veulent pas céder face à l'Occident. Exactement. Quand vous dites, en fait, j'entends qu'il y a aussi une dimension éventuellement politicienne dans tout ceci, éventuellement électoraliste, et on ne peut pas ne pas penser à notre propre échéance, en fait, notre propre échéance présidentielle. Est-ce que d'abonder dans ce storytelling finalement de l'Ukraine comme oie blanche, comment dire, Vestal violée par l'ours russe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, disons, un empressement un peu électoraliste plutôt que de juger finalement en relation à la question du Donbass, aux accords de Minsk, de pondérer éventuellement et aussi de pondérer dans une dynamique de gestion de risque, à savoir Macron a quand même explicitement déclaré que ces batteries de sanctions allaient par ricochet créer une famine en Afrique. Est-ce que dans tout ça, il n'y a pas une espèce de veine électoraliste, démagogique ? Si, obligatoirement. Après, il est difficile de le mesurer parce qu'on est en pleine crise, en pleine action. Si elle est délibérée, si c'est juste une exploitation ponctuelle, c'est assez difficile à déterminer. Je pense qu'on le verra dans quelques mois ou dans quelques années. Et puis, on observe quand même que les acteurs disent un peu tout et n'importe quoi dans la pression des événements, même s'ils se concertent entre eux. On l'a vu récemment encore avec les déclarations de Biden, mais c'est vrai que notamment sur l'image que donne Emmanuel Macron de négociateur avec Poutine, en fait, elle est très faussée, puisque ce n'est pas lui le principal acteur qui est écouté à Moscou pour essayer de faire d'éventuelles négociations. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'on peut en vouloir à Poutine pour plusieurs choses. Au-delà bien sûr du viol de la charte de l'ONU et des droits du droit international qu'on peut lui reprocher, mais ceci dit, on pourrait le reprocher tellement aux Américains qui ont fait 10 fois pire, c'est que finalement, par voie de fait, il faut ces élections françaises. Il est en train de renforcer l'OTAN. Et il est en train de projeter tous les Européens, finalement, de tuer toute l'industrie européenne d'armement, puisque aujourd'hui, que ce soit les Polonais, les Allemands, on voit bien que toutes leurs acquisitions vont se tourner vers du matériel américain. Le Pentagone est en train d'augmenter ses budgets, ils font des pressions énormes pour réduire les coûts de production du F-35, de toute une série d'autres matériels, et en demandant aux Européens de les acheter. Donc, oui, il y a vraiment des raisons, au-delà de l'invasion de l'Ukraine, sur lesquelles les choses, on l'a vu, sont plus discutable, non pas que ce qu'il fait ne doit pas être condamné, mais c'est quand même le résultat de 30 ans d'humiliation des Russes qui ressort maintenant. Donc il faut pas oublier les responsabilités majeures des Américains et des Ukrainiens. Mais au-delà de ça, son action a aussi des effets très pervers sur notre pays. Finalement, il est vrai que les Américains préféraient en Boris Yeltsin, Soul, et finalement qui représentait une espèce de caricature d'une Russie décadente, stéréotypée en fonctionnaire. Mais Boris Yeltsin avait commencé à se rebeller sur la fin de son mandat. Il avait échappé de justesse à un coup d'État d'une garnison de Moscou qui en avait déjà assez de voir la manière dont il cédait aux Américains. Il faut quand même rappeler vraiment que les Russes avaient grand ouvert leur pays, non seulement membres de l'OTAN, mais aux Américains. On trouvait des Américains partout, dans les services de renseignement, dans la police. Il y avait sur un certain nombre de bases nucléaires. Les Russes, à l'époque, avaient remarquablement joué le jeu. Il n'y a pas une tête nucléaire qui a échappé à leur contrôle. Donc,
Et on était obligé à ce moment-là de négocier avec eux. Oui, leur objectif, bien sûr, ils auraient préféré un Yeltsin qui fasse finalement presque rentrer la Russie dans le camp occidental, dans lequel ils puissent avoir accès au marché, aux ressources russes. Mais sinon pas ça, je crois que la solution à laquelle on arrive aujourd'hui correspond aussi à leurs objectifs. C'est-à-dire qu'on a réussi à provoquer cette rupture quasi définitive entre l'Europe occidentale et la Russie. Bien sûr, on les a jetés... Malgré des accords de coopération quand même entre la Russie et l'OTAN, il faut bien le dire. Oui, mais malgré toutes les tentatives. Aujourd'hui, il y a quelques secteurs qui échappent bien sûr aux sanctions, le nucléaire normalement, parce qu'il y a beaucoup d'interpénétration sur un certain nombre de sujets. Mais c'est un peu une victoire à la Pyrrhus et malheureusement, on voit les Américains s'obstiner. Je pense que ce n'est ni bon pour la paix internationale et surtout, c'est pas bon pour l'Occident. Et alors, donc, les Américains sont nos alliés, il faut bien le rappeler. En fait, on a une longue tradition historique avec eux, en fait, en commençant par la libération, et ensuite, donc, on partage des valeurs de liberté, d'économie de marché, etc. Mais depuis 30 ans, il est vrai qu'un certain nombre d'aventures américaines nous ont conduit souvent à payer les pots cassés, en fait, en termes de sécurité notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a très concrètement, alors ça peut paraître un peu provocateur, mais aujourd'hui, on a 100 000 hommes. On a 100 000 hommes, 100 000 militaires en Europe de l'Est. Avec, disons, une politique qui paraît erratique. Ce sont nos alliés, bien entendu. Mais est-ce que, disons, en pensant en termes peut-être un peu de façon fictionnesque, mais est-ce qu'on doit être se sentir complètement certain, disons, sûr de cette présence-là dans une Europe qui est beaucoup plus atlantiste, une Europe de l'Est que l'Europe occidentale. Avec des relations différentes avec la Russie. Je vais être franc avec vous, non, parce qu'on a déjà vu qu'ils avaient lâché les Ukrainiens après avoir lâché les Afghans dans des conditions assez pitoyables. Alors, nous, Français, nous sommes moins concernés que les autres. Dieu merci, avec l'héritage de la politique du général de Gaulle, nous avons encore l'arme nucléaire, nous avons encore une industrie nucléaire, et ne serait-ce que pour les approvisionnements énergétiques, ça va jouer un rôle. Est-ce qu'on doit faire confiance aux Américains ? Non, ce sont des alliés, des partenaires avec qui on doit travailler. On ne doit pas être servi. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de quasi-servilité. On le voit sur plusieurs sujets. D'abord, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, on est au moins sur le 10e ou 12e grand contrat international dans lequel ils nous torpillent délibérément. Donc, c'est de la perte d'emploi, c'est de la perte de revenus pour la communauté nationale. Et puis, il y a un élément qu'il faut garder à l'esprit. J'ai été officier d'enseignement pendant la guerre froide, donc je n'avais aucune tendresse pour Moscou, mais il y a quand même une différence fondamentale entre ce qu'était l'URSS, le pire des totalitarismes que la Terre ait connu, avec une idéologie, cette utopie communiste qui a amené à des massacres partout, aussi bien en Chine, au Cambodge, au Vietnam qu'en Russie et dans les pays de l'Est. Ce régime s'est écroulé. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est sûrement pas une démocratie à l'occidental en Russie, mais c'est quand même infiniment mieux que ce que nous avions jusqu'en 91. Donc, il y a une progression, elle n'est pas idéale, il y a même un peu une remontée de l'autocratie avec Poutine, c'est indéniable. En revanche, qu'est-ce que nous avions en face ? 1991, les Américains étaient la première démocratie au monde, indéniablement. Aujourd'hui, en 30 ans, les Américains ont rétabli la torture. Ils l'ont fait à Guantanamo. Ils ont fait valider la torture par leurs juristes du Department of Justice. Ils imposent des sanctions extraterritoriales à tous leurs partenaires. Ils ont violé le droit international aussi bien au Kosovo en déclarant la guerre à un pays qui n'aurait strictement rien fait. Alors l'OTAN a été... Ils ont envahi de manière tout à fait illégale l'Irak en 2003. Leurs forces sont déployées dans 177 pays du monde. Ils ont un budget de la défense qui est 9,5 fois supérieur au budget russe. Alors, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans le narratif américain. Il ne s'agit pas d'être anti-américain et pro, c'est de dire, regardons les faits. Est-ce qu'on peut faire confiance à une nation qui, de cette façon-là, décide du jour au lendemain que Cuba devient un pays avec qui on peut faire des affaires, alors que des entreprises françaises aient été sanctionnées pour faire des affaires avec Cuba quelques temps après? Ce sont des partenaires, des alliés. Ou le Venezuela, où ils sont en train de le faire avec l'Iran en ce moment et l'Arabie Saoudite. Donc, ils sont imprévisibles. Et il y a un élément qui est quand même assez intéressant depuis quelque temps, c'est que on voit le niveau des élites américaines baisser petit à petit. Avec George W. Bush, qui était probablement un président un peu potiche, il y avait quand même autour de lui, même si on n'est pas d'accord avec les néoconservateurs, des types de gros calibre, les Kagan, les Wolfowitz, les Rumsfeld, les Cheney. Bon, avec Obama, ça s'est un petit peu tassé. Avec Trump, bien sûr, on ne peut pas dire que les élites étaient d'un très bon niveau. Et c'est la même chose avec Biden. On a quand même un président
qui est imprévisible, parce qu'il a des absences qui semblent relever de la sénilité précoce. On a une vice-présidente qui n'y connaît rien. D'ailleurs, une des principales préoccupations des politiques américains aujourd'hui, c'est que Biden termine son mandat, parce que s'il ne terminait pas, on aurait Kamala Harris présidente, et là, ce serait comique et tragique. Et finalement, quand on regarde les Blinken, qui est à peu près une des seules pointures intellectuelles, c'est pas non plus du niveau de Kissinger, et puis derrière, Austin, Miller sont pas des... Et donc, c'est ce flottement qu'on voit chez les Américains peut engendrer à un moment donné aussi des incompréhensions accrues de la part de leurs adversaires russes. Parce que tant qu'on a un système qui fonctionne bien de l'autre côté, les Russes peuvent le décrypter. Aujourd'hui, leur système à eux est tellement erratique aujourd'hui, il faut le reconnaître, que ça pourrait entraîner des confusions et des incompréhensions. Et il faut faire très attention à ça. Et puis il y a une difficulté à partager le pouvoir tout de même, parce que justement vous faisiez allusion à Wolfowitz, la doctrine en fait de Wolfowitz, la doctrine du singleton en fait du pouvoir non partagé. Pour revenir un petit peu à nous, en fait, à notre pays, il y a cette affaire, donc McKinsey, qui, j'imagine, ne vous laisse pas indifférent, puisqu'il s'agit encore une fois, disons, il s'agit quand même de traitement de données, en fait, donc puisque le mandataire est l'État français qui transfère à une société privée qui a des conflits d'intérêts importants, toute une série d'informations qui peuvent être plus ou moins sensibles. Comment est-ce que vous analysez ça, vous ? Alors, je serais prudent parce que chacun de ces grands cabinets de conseil, d'audit ou de stratégie ont des statuts très différents. Ce sont des marques en réalité pour quasiment tous. Par exemple, un certain nombre de grands cabinets sur la place de Paris utilisent la marque qui leur vient du monde anglo-saxon, mais en réalité vont être soit une fiduciaire, soit une... Il y avait, il y a quelques années, je me souviens en 87 ou 88, si ma mémoire est bonne, le cabinet Arthur Andersen, qui existait encore à l'époque, avait été mandaté pour faire la réforme des effectifs et des réserves de l'armée de terre. Notamment, je crois, pour faire, si ma mémoire ne me joue pas des tours, pour faire passer d'1,6 million réservistes à quelques centaines de milliers. Et bien sûr, il y avait eu une levée de bouclier en disant toutes ces données-là vont remonter aux États-Unis. Bien sûr, c'est de la fuite de données. Après, il faut voir... Alors, ce n'est pas le cas de tous ces cabinets-là, parce qu'on va trouver, chez un certain nombre d'autres cabinets de stratégie ou d'audit, un actionnariat qui va être français, et dans lequel on peut trouver des anciens énarques, des anciens Saint-Cyriens, des anciens... qui ont... Donc, il faut regarder ça de manière très précise, au cas par cas. Mais effectivement, il y a des données qui s'en vont. Après, ces cabinets-là ne peuvent pas non plus prendre le risque de donner toutes leurs données aux États-Unis, parce que ça ils seraient immédiatement décrédibilisés partout dans le monde. Donc, il y a une action, quand elle est menée, qui est souvent très très fine. Ce qui est, à mon sens, dommageable, c'est qu'on fasse appel à eux et pas à des structures françaises. Et puis d'abord, l'administration française devrait être capable, vu le nombre de cerveaux que nous sommes censés avoir, de faire ce travail. Mais sur ces fuites d'informations, sur cet espionnage, il y en a indéniablement. Mais on ne peut pas généraliser, il faut regarder au cas par cas. Et le problème, c'est que si on généralise, on se trompe, et du coup, on leur donne des armes pour dire tout cela n'est pas vrai. Mais je me souviens, il y a quelques années, le contre-espionnage français, la DST à l'époque, faisait des conférences en disant aux entreprises, ne donnez pas vos comptes je crois, à Deloitte ou à Arthur D. Little, sinon ça va partir à l'étranger. Donc il fallait leur expliquer que l'audit financier n'était pas le conseiller en stratégie, qui n'était pas le conseiller en système d'information. Et donc ça faisait rire ces cabinets de conseil. Mais tout de même, quand ces grandes entreprises, en fait, qui sont finalement des grands groupes généralistes, dans le fond, de l'audit, interviennent sur des questions à très haute valeur ajoutée et très sensibles, en fait, comme les questions de la santé. C'est vrai qu'on peut se poser la question tout de même de leur légitimité, d'autant plus qu'elles ont des conflits d'intérêts avec des grands laboratoires pharmaceutiques. Et comment est-ce qu'elles arbitrent et quels sont les critères de transparence, en fait, pour savoir quel type d'arbitrage est effectué. C'est-à-dire qu'il y a trois choses. Il y a ce qu'ils peuvent faire en fuite de données, en transmission d'informations. Il y a ce qu'ils peuvent faire en orientation ou en désorientation stratégique. On a quelques exemples qui remontent à une vingtaine d'années. Je n'ai pas travaillé beaucoup sur le sujet depuis, où effectivement, c'est des cabinets anglo-saxons vraiment pilotés depuis les États-Unis ont favorisé sur certaines orientations stratégiques dans une industrie très spécifique les Italiens contre les Français, parce que leur prise de participation dans le capital de sociétés italiennes était pour eux plus rentable que dans les capitaux, dans les entreprises françaises. Donc, il y a des tas d'actions de cette nature qui peuvent exister, mais elles ne sont pas systématiques. Si on le systématise, on va être dans l'erreur de jugement. Alors ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que quand des choses ne sont pas institutionnalisées, on n'échappe pas au fait que des individus le fassent. Mais
moi, je considère que ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est lorsqu'on met en place des systèmes de conformité et de compliance pour répondre aux lois anticorruption, ou qu'une entreprise est sanctionnée et doit récupérer des monitors américains. On a ça dans les entreprises françaises, parfois une dizaine ou une vingtaine de consultants américains ou dépendants d'une société américaine qui viennent en France, qui rentrent à tous les étages de l'entreprise pour vérifier si elle a bien fait amende honorable et si elle met en place toute une série de procédures. C'est-à-dire qu'on a des gens au service commercial, au service financier, et donc à ce moment-là, rien ne les empêche de ramener. Ça, c'est encore plus dangereux, à mon sens, que le conseil stratégique. C'est un type de compliance très extensif. Dernière question, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, en fait c'est tellement intéressant, mais comment est-ce que vous évaluez la qualité de notre démocratie aujourd'hui? On en parlait un petit peu au début de cet entretien, à savoir que finalement, pratiquement toutes les compétences deviennent de plus en plus régaliennes, il y a de moins en moins de transparence, on délègue sans aucune interface critique. Comment est-ce que vous l'évaluez d'un point de vue, et quels sont éventuellement, s'il y en a en fait, les risques de tout ce que nous sommes en train de vivre? Il y a pour moi une régression démocratique depuis une vingtaine d'années, qui n'est finalement pas tellement liée à la classe politique elle-même, mais à l'évolution de la société, et notamment à l'évolution des réseaux digitaux et du numérique. C'est-à-dire qu'on le voit très bien, on sait que Lazare Carnot disait « sans éducation de la pensée, il n'y a pas d'éducation du cœur possible ». Et donc, si aujourd'hui les gens ne sont pas capables de lire, on n'a plus le filtre, si on se contente de zapper, on n'est plus capable de vraiment d'analyser en profondeur les choses, donc on est beaucoup plus manipulable, et ça c'est un véritable paradoxe. On est aujourd'hui probablement 1000 fois plus informé en termes de sources qu'on ne l'était avant Internet, pendant la guerre froide par exemple, mais le problème c'est que les individus sont beaucoup moins armés pour distinguer du vrai du faux, sont beaucoup plus attirés par tout ce qui va être rapide, ponctuel dans l'émotion, et donc il y a ce déficit qui se met en place. Il est particulièrement marqué chez les jeunes générations. Il faut reconnaître que tout ce qui relève des réseaux sociaux est devenu un défouloir et un accélérateur de haine, et tout ça finalement entraîne de fait, je ne pense pas que ce soit organisé, une espèce de phénomène de diversion qui laisse les mains libres à la classe politique pour faire ce qu'elle veut, et je ne ferai pas porter sur ce point-là en tout cas la responsabilité à une classe politique qui aurait envie de s'arroger plus de pouvoir. C'est un équilibre subtil. Et la responsabilité de la censure, vous la feriez porter sur quelqu'un? Je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure qui se met en place. Il y a beaucoup de phénomènes où on veut faire plaisir. Alors c'est vrai que la concentration des groupes de presse en France dans les mains de quelques-uns qui sont proches de l'hôte actuel de l'Élysée pose une vraie question. Le fait que dès l'instant, notamment sur cette crise ukrainienne, dès l'instant qu'on cherche à rapporter un point de vue plus objectif, on n'est soit pas invité sur le plateau de télévision, soit on se fait traiter de pro-russe. Mais c'est vrai que ces jugements à l'emporte-pièce sont aussi caractéristiques de l'évolution des esprits. Cette évolution malheureuse. Merci infiniment, Éric Bénessé, d'être venu nous voir. Merci beaucoup.